Gros cœur sur vous, les assureurs, désolé. On est en train de vous prendre du business. En fait, non, on est juste en train de rétablir une justice, franchement. Il y a des mecs qui ont abusé, bah voilà. Quand on abuse, il y a forcément des acteurs qui finissent par rétablir la vérité. Je pense qu'à nos âges, alors t'es plus jeune que moi, hein, mais à nos âges, très difficile de croire encore au système de la retraite. En tout cas, moi, j'y crois plus. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je regarde le patrimoine d'un kiné qui a gagné mon jeu concours. C'est parti. Du coup, kiné de 25 ans qui a gagné le jeu concours que j'ai fait pour lancer mon compte Instagram. Ça fait quelques mois que je suis sur Insta et du coup, vous pouvez me suivre si vous voulez voir ma vie d'entrepreneur. Je vous emmène dans les coulisses de Finari et ça, généralement, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. En plus, je vais faire gagner des abonnements Finari. Donc, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous offrirai un abonnement avec une mécanique qu'on va définir avec notre équipe. Et si vous êtes déjà abonné, bah, je vous ferai gagner l'abonnement d'au-dessus. Donc si vous êtes Finari Plus, je ferai gagner des abonnements Finari Pro. Donc ça va être dans les semaines et mois à venir. Il se passe plein de trucs sur Insta et en plus, je réponds à mes DM. Donc n'hésitez pas à me suivre. Du coup, notre kiné, qu'est-ce qu'il fait? 47 000 € de patrimoine brut et net. Donc évidemment, pas de dette, pas de surprise. 34 000 € de livret, donc 73%. Donc là, on est sur quelqu'un qui soit vient de toucher pas mal d'argent, soit qui est vraiment en attente de quelque chose. Un peu d'actions et fonds, 14%, 6 800. 5 800 pardon, sur son compte bancaire. Donc quelqu'un qui est très très liquide et qui a plutôt très averse au risque. Kiné 25 ans avec 2 ans d'exercice, 25 ans en concubinage, sans enfant, certifié, sans héritage. Je te mets le tampon, c'est officiel. J'ai mis mes premiers euros de côté lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle. Félicitations. D'ailleurs, j'ai croisé énormément de gens dans les derniers jours, notamment à l'événement Xavier Niel où j'étais à l'Olympia. Et il y avait notamment plusieurs personnes qui avaient 18 ans, 20 ans qui me disaient qu'ils avaient investi leurs premiers euros parce qu'ils avaient vu des vidéos sur la chaîne. Et ça, franchement, c'est ce qui me fait le plus plaisir, je pense, depuis que j'ai Finari, c'est de me dire que des gens prennent les meilleures décisions financières de leur vie parce qu'ils ont vu des vidéos sur internet. Moi, ça m'a juste pris du temps, mais peut-être que eux, ça va vraiment avoir un impact très fort dans leur vie. Donc ça, c'est top. Donc bravo d'avoir déjà eu ce réflexe-là. C'est le plus important. Revenu professionnel net entre 3 000 et 3 500 € par mois. Mais ça gagne un kiné en moyenne, j'ai aucune idée. C'est pas si énorme. C'est vrai que le kiné, je trouve que c'est un peu le parent pauvre de la médecine puisque, bon, je raconte ma vie, mais je me suis fait les croisés au foot et le chirurgien, je pense que je l'ai vu 4 secondes à peu près. Après, il m'a opéré. Bon, il a bien fait. Ça m'a coûté une blinde. Par contre, le kiné, je l'ai vu pendant des mois pour la rééducation et ça me coûtait quasiment rien. C'est la sécu, la mutuelle qui couvrait tout. Je trouve que c'est vraiment les héros de l'ombre qui font un travail de dingue et qui sont vraiment là surtout pour rassurer et ce que le chirurgien fait pas généralement. Bon, les chirurgiens, vous êtes très bien aussi, mais juste, je sais que vous êtes sous l'eau. En tout cas, les kinés, je trouve que vous n'êtes pas assez payés. Side business, création de contenu sur les réseaux sociaux, j'imagine, 300 € par mois. Je pense que c'est une des premières fois qu'on a quelqu'un qui a un side business sur les réseaux sociaux. Du coup, tu nous as partagé ton cash flow. Donc là, on retrouve les montants que tu viens de nous annoncer. 3003 plus 300. Ça part à 41%, donc 1500 €. Je bug un peu dans les investissements. Donc un apport immobilier, ok, on va voir. Donc je sais pas si c'est la préparation d'un apport ou si... ouais, on va voir. J'imagine que tu prépares un apport. Et du PEA, très bien. Logement, tout petit loyer. Je sais pas si tu nous as dit où tu vivais. Mais là, c'est vraiment rikiki. Je pense que pour ce prix-là, dans une grande ville type Paris ou Lyon, t'as un placard. Mais bon, peut-être que tu partages le loyer avec ta compagne ou ton compagnon. Vie quotidienne, courses, restaurants, coiffeur, loisirs d'hiver. C'est pas très cher, je trouve, franchement. C'est très très... ça veut dire que tu dépenses 25 € de courses par semaine. Franchement, je sais pas comment tu fais. Hein. Y a pas eu d'inflation dans ton coin, mais vraiment pas cher. Les abonnements, bon, les classiques, hein, on retrouve vraiment les grands classiques. Par contre, 600 € de voyage, donc tu as mensualisé ton budget voyage, un gros budget voyage, 7200 € par an, c'est énorme. Un peu de voiture, etc. Donc peut-être que tu te déplaces forcément chez tes clients, j'imagine, si t'as pas de cabinet. Et après, un peu de dépenses. Ok, rien de choquant là-dedans, si ce n'est que je trouve que tu dépenses assez peu pour ta vie quotidienne, donc peut-être que c'est un peu sous-estimé. Ah bah tiens, tu le dis, j'ai un train de vie plutôt frugal, sans me priver, mais je dépense sans vergogne pour les voyages, car c'est une grande source d'épanouissement pour moi, ma compagne et moi. Pour l'instant, IR pas trop élevé, car petit BNC, bénéfices non commerciaux, les 2 premières années d'activité, mais ça va changer l'année prochaine, et oui, ça va faire mal. J'épargne 1500 € par mois hors cash flow, jusqu'à aujourd'hui 1000 € sur livret, matelas de sécurité plus apport immobilier et 500 € sur PEA. Maintenant que les livrets A et LDDS sont remplis et que mon apport est constitué, je vais inverser ces sommes, 1000 € par mois sur PEA et donc 500 € sur LDD. Bah non, je vois pas, tu vas les épargner où du coup les 500 € restant à définir. Peut-être sur un compte titre et faire du monétaire. LDDS, donc tu as un matelas de sécurité, le plafond du LDDS, combien il est? Il est à 12 000 €. Plafond du livret A, pour rappel, allez, interro surprise, 22 950 de mémoire.
c'est bon, j'ai validé. Donc, constitution d'un apport, le matelas de sécurité. Je rappelle, le matelas de sécurité, c'est vraiment la base de votre pyramide patrimoniale, entre 3 et 6 mois de dépenses. Donc toi, dans ton cas, ce serait, si on enlève ça, à peu près 1500, tu vois, ce serait un peu moins de 10 000, je dirais. Ça dépend de à quel point tu es conservateur. C'était ouvert pour m'initier à la bourse et me former, mais je n'investis plus dessus depuis l'ouverture du PEA, c'est noté. PEA à 50%, ETF, S&P 500, synthétique, efficacité, simplicité et 50% stock pick. Entreprise de qualité européenne, détention à long terme, passion, PEA ouvert en janvier, donc portefeuille en construction. Ok. PER ouvert sous la pression d'assureurs qui viennent nous voir en fin de cursus scolaire et qui profitent de notre manque de culture financière pour nous faire signer des contrats aberrants. Je vais prochainement clôturer ce contrat. On va vérifier tes frais parce qu'à mon avis ça pique si c'est un contrat aberrant. AV, contrat en banque traditionnelle, je rappelle AV Assurance Vie. Contrat en banque traditionnelle ouvert en 2023 puis fermé 6 mois plus tard quand je me suis aperçu des frais grâce en partie aux vidéos Finari sur le sujet. Gros cœur sur vous les assureurs, désolé. On est en train de vous prendre du business. En fait non, on est juste en train de rétablir une justice. Franchement, il y a des mecs qui ont abusé. Bah voilà, quand on abuse, il y a forcément des acteurs qui finissent par rétablir la vérité. Crypto, j'attends de me former correctement en crypto-monnaie avant d'y investir dessus. Pour l'instant, je suis au niveau 0. Bah pas de problème. Je rappelle que les cryptos dans la pyramide, c'est au-dessus de l'immobilier et de la bourse, donc il n'y a pas besoin d'y aller tant que vous ne vous sentez pas à l'aise sur les basiques, c'est-à-dire matelas de sécurité, bourse et IMO. D'ailleurs, si vous voulez voir la pyramide patrimoniale, on va vous mettre un lien dans la description parce que j'en parle, je pense, à peu près toutes les semaines. Et on va la mettre sur le site d'ailleurs parce que je renvoie toujours vers un post un peu caché sur mon compte X, donc on va la mettre sur le site. Bon, c'est pas moi qui vais le faire, c'est l'équipe qui va le faire. Ils sont en panique derrière la caméra là. Objectif, complément de revenu puis de retraite, 1000 € par mois à l'horizon 10 ans afin de réduire mon temps de travail. J'adore ma profession mais je ne me vois pas travailler autant toute ma vie, je comprends. L'objectif serait de payer les dépenses courantes avec ce revenu passif et de ne travailler que comme j'ai envie, besoin pour continuer à vivre correctement et investir suffisamment. Complément de retraite, étant en profession libérale, ma retraite sera misérable au regard de mes immenses cotisations. Je souhaite donc continuer à faire gonfler cette rente progressive, assurer un complément de retraite. Tu as bien raison. Je pense qu'à nos âges, t'es plus jeune que moi, hein, mais à nos âges, très difficile de croire encore au système de la retraite. En tout cas, moi, j'y crois plus. Les questions, et après on va passer évidemment ton profil. Première question, conseil pour premier achat IMO, RP ou locatif, avantages et inconvénients. Penses-tu que le combo infernal, taux élevé plus prix élevé va changer ou se dirige-t-on vers un marché de l'immobilier de moins en moins accessible? Qui est la question philosophique. Que faire de mon surplus d'épargne pour l'apport immobilier maintenant que mes livrets sont pleins en attendant l'achat? Bon là, j'ai une idée assez claire. Y a-t-il des optimisations à faire sur le PEA? J'hésite à passer en full ETF, mais le côté passion du stock pick me plaît énormément. Souci, j'ai aussi une idée. Que penses-tu de la location actuelle, 50% ETF, 50% actions? Bah, je suis très curieux de voir tes actions. Les grands principes, principales erreurs à éviter quand on débute en crypto. Let's go sur ton patrimoine. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on est sur le mode clair. Je pense que je l'ai jamais montré ce mode clair. Si vous voulez utiliser Finari, mais que vous n'êtes pas super fan du mode sombre, qui est notre mode par défaut, la plupart des boîtes ont un mode clair par défaut, vous allez dans les réglages et vous pouvez changer directement ce mode là. Donc voilà, ça ressemble à ça et c'est plutôt réussi, je trouve, donc assez content du travail que l'équipe design a fait. Du coup, très beau patrimoine, là on voit que ça se développe vraiment gentiment mais sûrement. Et donc on retrouve tes livrets, livret A évidemment avec les plafonds, le LDDS. En fait je vais répondre à ta première question directe. Tu nous dis, conseil pour un premier achat immobilier. Franchement c'est hyper simple, hein. C'est est-ce que tu as envie de détenir ta résidence principale, oui ou non? Si la réponse est oui, bah t'achètes ta résidence principale. Si la réponse est non, bah t'achètes un bien locatif. Vu que tu as décidé que tu voulais faire de l'IMO, c'est littéralement la seule question à se poser. Qu'est-ce qui est plus rentable? Bah en fait ça dépend de la rentabilité locative de ta ville. Et on sait, tu le mets pas ici, mais on sait que tu es à Montpellier. Tu nous l'as dit en off. On va regarder, tu vois là on a regardé l'investissement locatif à Montpellier, mais surtout ce qui m'intéresse c'est le rendement brut moyen. Tu vois, tu es à 4,44. Bon, c'est pas dingo, je dirais. Donc je suis pas sûr que, tu vois, c'est plutôt quand c'est vers 8-9 que c'est vraiment super intéressant d'acheter versus louer. Donc ici, j'ai envie de te dire, je pense que c'est plus intéressant de faire du locatif. Probablement pas à Montpellier même d'ailleurs, probablement plutôt autour avec, tu vois, proche d'une fac qui serait en banlieue comme ça ou d'une école de commerce. Je sais pas où est l'ESC Montpellier, mais j'imagine qu'elle est pas, peut-être qu'elle est pas dans le centre-ville. L'autre question à te poser, c'est combien tu peux emprunter. On t'a demandé, tu nous as dit que tu pourrais emprunter 280 000 et donc on est allé voir et en gros, tu vois, avec ce que tu as là et avec si tu mets tout ton matelas de sécurité, tu nous as dit que tu voulais prendre que le livret A, il me semble. Ouais, que le livret A, donc en gros, tu peux emprunter, tu peux acheter quelque chose aux alentours des 300 et quelques mille. Donc le prix au mètre carré, il est de 4134 € à Montpellier. Donc, si on fait ça, 300 000 divisé par 4314, eh bien ça te fait un 70 mètres carrés. Donc 70 mètres carrés, clairement, tu peux acheter quelque chose de très très beau. Ça peut être ta RP. Si tu fais un bien locatif, moi, mon conseil, c'est assez simple en réalité, c'est d'acheter un petit bien, donc de ne pas cramer toute ta capacité d'emprunt sur le premier bien, d'acheter plutôt un studio. Idéalement, je dirais, allez, 150 000, tu vois, vraiment clé en main avec les frais de dossier et compagnie, les frais de notaire. Et après, tester si ça te plaît avant de faire un deuxième ou un troisième. Les gens qui viennent me dire,
moi je fais un immeuble de rapport pour commencer, red flag, c'est très très dangereux. Les gens qui me disent qu'ils vont faire une coloc pour commencer, bah bonjour les problèmes aussi. Donc ça peut marcher, il y a plein de cas qui sont top et vous pouvez aller voir sur la communauté finale, il y a plein de gens qui racontent que ça a bien marché, mais c'est juste que c'est plus compliqué. Donc Marocco, ce serait choisir entre philosophiquement si tu veux acheter ta RP ou louer, et après plutôt faire un petit bien si tu décides d'aller vers de rester locataire et de faire du locatif. On continue sur ton patrimoine en regardant ce qui m'intéresse le plus, je pense, dans ton histoire, parce que c'est ton PEA. Sur ton PEA, tu nous as dit, et ça c'est assez original, tu fais du 50-50, 50% S&P 500, 50% actions européennes. Donc là, ce qui est bien au moins, et d'ailleurs je pense qu'on va très bien le voir en regardant ta répartition géographique, eh bien, t'es bien diversifié en fait, tu vois. T'es bien diversifié, t'as pas d'overlap en gros, t'achètes pas deux fois les mêmes choses, t'achètes pas un MSCI World et un S&P 500 où en fait t'as deux fois des États-Unis dedans. Là, t'achètes que des États-Unis d'un côté et t'achètes que, pour le coup, beaucoup de France quand même, à part ici un petit peu de Novo Nordisk, qui fait le fameux médicament dont le nom m'échappe à l'instant, l'Ozempic, voilà, espèce de médicament miracle qu'ils ont détourné pour devenir le médicament anti-obésité. Mais on voit que t'es assez exposé donc à la France, hein, concrètement, pas à l'Europe d'ailleurs. Tu fais du Stockpick français, t'as du Air Liquide, ça c'est le grand classique, du LVMH, ça c'est un grand classique. Le luxe en ce moment est plutôt en difficulté, mais ça reste quand même des très belles boîtes. Dassault Systèmes, Schneider et Gaz Transport. 50-50, à toi de voir en réalité. On peut regarder ta perf contre un indice. On va prendre le World parce que je pense que c'est le meilleur indice dans ton cas. Et si on prend tout, tu te fais quand même pulvériser par le MSCI World. Je sais pas ce qui s'est passé ici parce que ton portefeuille chute assez brutalement. Mais si on regarde peut-être sur une période un peu plus courte, ouais, on peut pas parce qu'on considère qu'en deçà de 3 mois, ça sert à rien. Mais il y a peut-être ici un petit souci dans les calculs, mais sinon j'ai l'impression que la performance est quand même largement en deçà de ce que fait le MSCI World. Là actuellement, ta plus-value latente, en fait c'est très simple, hein, c'est 2% sur la période. Tu vois, tu as quasiment commencé début janvier, donc on va regarder la performance. Ce qu'on appelle en year to date, YTD, pour ceux qui se demandent à quoi ça correspond ce truc sur Finari, c'est le year to date. Bon, du coup, le World, j'ai trouvé, on est à plus 16% depuis le début de l'année. Alors en soi, c'est un peu normal quand même que ta performance soit en deçà, parce qu'on voit ici que tu as des échelles, enfin tu as des petites marches, puisque tu déploies du cash progressivement. Donc en fait, le calcul qu'on fait ne permet pas exactement de calculer ta performance puisqu'il faudrait l'ajuster évidemment aux infusions de cash, mais quand même c'est un bon indice. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire MSCI World, enfin de faire S&P et stock picking? Faudra voir sur le long terme. Si tu es à l'aise avec les sociétés et si tu es confiant sur leur potentiel, moi j'ai envie de te dire reste sur ce système-là, je trouve ça très bien. Là, j'ai croisé quelqu'un que je salue d'ailleurs, il se reconnaîtra, qui m'a dit qu'il faisait 70% de Nasdaq et 30% de stock picking sur son PEA. Quelqu'un de très jeune aussi, je crois qu'il avait 20 ans, c'était un PEA jeune. D'ailleurs, il était déjà au plafond, donc pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouve ça limite encore plus logique de faire du Nasdaq 100 quand on est si jeune, puisqu'on peut vraiment accepter la volatilité. En tout cas, lui, il avait les reins pour l'accepter. Donc moi, je trouve ça cohérent. Si t'es à l'aise avec les sociétés, et c'est vraiment ça qui compte. Donc faut garder le cap. En plus, ce qui est sympa, c'est que tu vas toucher des dividendes et qu'elles seront pas fiscalisées tant qu'elles restent à l'intérieur du PEA, donc ça c'est top. Du coup, y a-t-il des optimisations à faire sur mon PEA? J'hésite à passer en full ETF? Non, parce que ça te plaît, donc garde ça. Le seul truc auquel il faut que tu fasses attention, c'est les coûts de transaction, parce que là, à chaque fois que tu déploies de l'argent dans tous les mois, tu payes a priori des coûts par ordre. Alors je sais pas combien ils sont sur Fortuneo, on va regarder. Bon, comme d'habitude, je suis obligé d'aller faire des fouilles archéologiques pour trouver les tarifications et de me retrouver dans une espèce de brochure tarifaire de l'enfer. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Donc là, on voit comment ça se passe chez Fortuneo, et ça c'est plutôt pas mal. 0 € pour le premier ordre, inférieur ou égal à 500 €. Donc en gros, ce que ça voudrait dire dans ton cas, c'est que actuellement, tu pourrais payer 0 frais si tu investissais juste les 500 € que tu nous as indiqué sur ton cash flow. Bon, vu que tu vas passer à 1000, ce sera plus le cas, mais tu pourrais avoir un ordre gratuit juste en investissant 499. Pas mal. Franchement, 0 frais, c'est plaisant. Et après, au-delà, tu payes 0,35 par ordre. Ok. Et après, tu as plusieurs tarifications. Donc, tu vois, tarif Progress, tarif Trader Pro. Bon, il faudra que tu fasses le calcul pour voir ce qui est plus intéressant. Mais sinon, à chaque fois, tu vas payer 0,35. Tu me diras, c'est pas très grave en soi si c'est un pourcentage de faire plusieurs ordres. Donc, à toi de voir. Moi, je vois pas d'optimisation. Si tu es à l'aise avec les sociétés, je trouve ça bien. On continue le petit voyage avec les comptes bancaires. Bon, je trouve que là, il y a quand même beaucoup de cash. Je sais pas quel est ton besoin de liquidité. Aujourd'hui, tu peux te faire rémunérer tes dépôts sur des banques. Typiquement, on va en prendre une au hasard que je trouve assez sympa qui est Wise. Tu te fais rémunérer l'Ester. Voilà, donc c'est le compte épargne. Ils appellent ça un livret d'épargne. Ce qui est un abus de langage, je pense, parce que ce n'est pas un
livret d'épargne, c'est faux. C'est en réalité un fonds monétaire, donc ça n'a rien à voir. Ça, clairement, les régulateurs pourraient leur taper sur les doigts. Si vous me regardez, le régulateur, c'est cadeau, c'est pour vous. Et donc, voilà, un compte Wise intérêt. Et en fait, ce qu'ils font, c'est assez intéressant. Ils font, mais ce que font beaucoup de gens d'ailleurs, hein, c'est pas du tout les seuls. Revolut fait la même chose. En fait, ils vous versent, ils vous payent le taux de la banque centrale. Ils vous payent ce qu'on appelle l'Ester en investissant dans un fonds monétaire. Et donc, ce fonds monétaire, de mémoire, c'est un BlackRock. Voilà, c'est le BlackRock ICS Euro Government Funds Liquidity machin. Et donc, assez intéressant parce qu'on va regarder ce qu'il y a dedans et vous allez voir que c'est pas vraiment de l'Ester en fait. Ils n'ont pas placé cet argent à la BCE. Ils n'ont pas du tout placé cet argent à la BCE. En fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un portefeuille d'obligations. Donc là, on voit, ce portefeuille-là, il est constitué à 7% d'obligations de la France. Donc en gros, ils achètent notre dette concrètement. Vous voyez, on parle pas c'est pas 2 euros, hein, on parle de 314 millions de dettes françaises qui sont juste dans ce fonds-là. Après, ils achètent de la dette BNP, SocGen, donc des banques, typiquement, JP Morgan, donc plein de choses. Il y a plein c'est ce qu'on appelle des repos. Donc il y a plein de choses à l'intérieur. Il y a il y a des choses canadiennes. Mais donc en gros, ils font ça, ils construisent ce portefeuille. Évidemment, c'est des structures, etc. C'est des spécialistes qui construisent ça pour tendre vers le taux de l'Ester. Donc ils font tout pour que le portefeuille qu'ils construisent ait le minimum de risque possible. Donc ils achètent que des choses extrêmement liquides, avec des durations très courtes, des maturités très courtes, très sûres. Et le taux qu'ils visent, c'est le taux de l'Ester. Mais ce n'est pas l'Ester en soi. Ils ne placent pas l'argent à la banque centrale. Ce n'est pas aussi sûr que de déposer de l'argent sur un compte bancaire, parce que l'argent sur un compte bancaire est garanti jusqu'à hauteur de 100 000 euros de mémoire. Ça dépend un peu des banques, mais en gros, c'est 100 000 euros. Là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un risque de perte en capital, évidemment. Mais bon, ça reste quand même des choses très très sûres. Il n'y a pas de choses. Donc moi, je te dirais, le plus sûr pour le moment, c'est soit d'aller chez Revolut ou Wise et de faire ça, ou alors de le faire directement via ton compte titre, parce qu'il me semble que tu as un compte titre aussi, on l'a pas regardé. À la limite, tu pourrais le faire sur Trade Republic, hein, j'ai envie de te dire, eux, ils rémunèrent le cash, donc là, tu n'as littéralement rien à faire. Si tu vas sur Trade Republic, ils font exactement ce que je viens de te décrire, sans que tu aies rien à faire, ils le font de façon automatique. Je sais pas comment ça s'appelle, rémunération des dépôts, j'imagine. Voilà, rémunération cash. Voilà, tu vois, c'est 3,5% sur vos espèces, et Mathias Bacchino sera très content que je lui fasse cette pub, mais il m'a absolument pas payé pour ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt simple. Si tu as déjà le compte ouvert, littéralement, j'ai envie de te dire, va pas ouvrir un compte chez Wise pour ça, profite de ça. Donc ça peut faire travailler ton cash. Attention, tu paieras la flat tax dessus. Donc en réalité, le taux que je t'ai annoncé là, c'est du brut. C'est le taux net est inférieur au livret A, et c'est pour ça que le livret A ou même le LDDS, il est quand même plus intéressant. Alors là, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, tu nous as dit, tu as des enveloppes qui t'ont été vendues par des commerciaux plus scrupuleux. Et en fait, pourquoi c'est intéressant et pourquoi je pense qu'ils arrivent à vous le vendre facilement quand vous êtes des kinés ou juste quand vous êtes étudiant et que vous savez que vous allez avoir des revenus quand même relativement conséquents assez rapidement, c'est parce qu'ils vont vous donner l'argument de la baisse des impôts immédiate. Donc regardez tout ce que vous déposez dans votre PER, en fait vous allez pouvoir le déduire de vos impôts. Bref, vous savez toute la mécanique crédit d'impôt que vous connaissez. Et là, ce qui est un peu fallacieux, c'est que généralement ils vont vous dire c'est génial, en plus vous pouvez le débloquer de façon anticipée si vous achetez une résidence principale. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la retraite, puisque toutes les sommes que vous investissez dans le PER, elles sont bloquées jusqu'à la retraite. Et le PER, c'est l'entrée gratuite, mais la sortie est payante. Donc vous refiscalisez l'argent que vous sortez du PER. Vous allez repayer des impôts dessus. Et c'est là que c'est un peu fallacieux, je trouve, comme argument. En gros, c'est un peu bâtard, puisque l'ARP, tu vas pas l'acheter à 64 ans, tu vas l'acheter quand tu es au pic de ta carrière, quand tu as le maximum de revenus. Bah, ça tombe mal, c'est le moment où ta tranche marginale d'imposition, ton taux d'imposition, en gros, c'est le plus élevé. Donc tu vas sortir au pire moment, en fait. Donc c'est limite encore pire puisque tu vas rentrer à une TMI on va dire de 30 et tu vas sortir à une TMI de 41. Bref, c'est le pire scénario. Le meilleur scénario, c'est tu rentres à une TMI de 30, 41 ou 45 et après tu ressors à une TMI de 11 ou de 0 carrément. Et comment on fait ça? Parce que forcément tes revenus vont énormément baisser au moment de la retraite et donc là tu auras fait capitaliser l'argent pendant 20 ou 30 ans, dans ton cas super longtemps, tu vois, t'as 25 ans, donc pendant 40 ans, 39 ans et tu refiscaliseras mais avec une TMI très basse. Ça c'est cool. Mais bon, l'argument qu'ils te donnent, c'est un argument de vendeur de tapis, donc méfiez-vous de ça si on vous dit ça et qu'ils vous disent l'argument de la RP, vous savez qu'en fait vous êtes en train de vous faire douiller et ça c'est un peu un classique et je l'ai beaucoup trop vu. Bon, du coup, pour résumer en gros le PER, je pense qu'il sert à rien. Ce que tu pourrais faire quand même, c'est prendre date sur une assurance vie. Alors je rappelle, profite un petit instant pub, vous pardonnez les amis, qu'on lance notre assurance vie Finari Life. Si vous voulez une assurance vie pas chère, gestion profilée et gestion libre qui arrivera assez rapidement avec des frais qui sont vraiment hyper compétitifs, avec la qualité Finari et plein d'avantages qui y sont associés, eh bien vous vous inscrivez sur la liste d'attente et vous aurez un accès anticipé. Donc pourquoi pas prendre date sur une assurance vie, mais surtout en fait la stratégie ici c'est PER ça dégage,
tu continues à investir à fond dans le PEA. Tu es encore très loin du cap des 150 000. En plus, vous êtes en couple, donc vous pouvez faire 300 000 en réalité à deux, chacun à son PEA. Le compte titre, en fait, tu vas l'utiliser pour ton objectif d'indépendance. Et donc, tu nous as dit que tu voulais être barista FIRE. C'est quoi? Bon, vous savez, le FIRE, c'est ce mouvement des gens qui veulent être indépendants financièrement le plus vite possible. Le barista FIRE est assez original puisque, mais l'idée, c'est de dire, je vais pas complètement m'arrêter, je vais garder un petit job à côté. Donc, potentiellement, barista, bon, peut-être que toi, tu vas juste être, tu vas continuer à être kiné, ou peut-être que ton side business de création de contenu permettra de combler le gap. Mais l'idée, voilà, c'est, je suis indépendant financièrement, j'ai plus besoin de travailler, mais par contre, je continue à travailler parce que, bah, pourquoi pas, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter je sais pas, à 40 ans, j'ai pas envie de juste rester chez moi. J'ai envie de continuer à être dans la vie active. Et en plus, ça me fait un petit revenu, donc c'est sympa. Donc, pour revenir à toutes tes questions, bah, en fait, t'as tous les outils en place, hein. Le PER, t'as rien dedans de toute façon, donc ça c'est pas grave. L'assurance vie, à toi de voir si tu veux prendre date ou pas. Bon, c'est plutôt en prévision du remplissage de ton PEA. Le compte titre, il va te servir à sortir des sommes de temps en temps quand tu vas vouloir être barista et donc financer ton train de vie. L'achat immobilier, bah, c'est toi qui choisis, mais en tout cas, t'as une belle capacité d'emprunt, mais achète un petit bien si tu fais du locatif. Le surplus d'épargne, bah, ça maintenant tu sais, peut-être sur Trade Republic, ça peut être intéressant. Le PEA, bah, pour moi, tu peux laisser l'allocation comme ça. Les grands principes quand tu investis en crypto, bah, c'est assez simple en réalité. Pour moi, c'est Bitcoin, Ethereum, 50-50, DCA. Voilà, bah, c'est ce qu'on fait sur Finari, mais c'est pas, je dis pas ça pour ça, je dis ça déjà, je le pratique moi-même, mais je dis ça parce que c'est littéralement ce que je vois le plus dans les patrimoines et dans les membres de la communauté Finari. C'est vraiment le basique. C'est là où tu as, nous on l'appelle cette paire, les deux rois. C'est là où vraiment tu as le meilleur ratio rendement-risque. Donc ça, tu es sûr qu'au moins ça sera encore là dans 5 ans, alors qu'il y a beaucoup de crypto, bah, malheureusement, c'est un peu du vent, quoi. Donc vas-y doucement, investis un petit montant en crypto. Typiquement, je conseille de mettre 5% de son patrimoine en crypto maximum si on est vraiment, si on est convaincu par la cause, mais 1% si on veut juste découvrir, c'est aussi très très bien. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Bravo encore pour le concours. Si vous voulez participer à un prochain concours, rendez-vous sur mon Insta, on va vous mettre le lien quelque part. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, rendez-vous dans la description, vous remplissez le formulaire. Il y a plein de gens qui me demandent comment on peut être pris. Bah, formulaire, vous remplissez le formulaire, on prend des nouveaux profils toutes les semaines pour que vous puissiez déguster votre petit café, votre croissant pendant que je vous analyse un petit patrimoine. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.